à côté. Peut-être même penses-tu que je suis ton meilleur ami. Dès le matin, je suis la première chose que tu effleures au réveil. Et te voilà prise à mon piège. Tu m'amènes de partout. Mais en fait, c'est moi qui t'ai mis dans ma poche. Je suis sur ton cœur, près de ton sexe, présent dans toutes tes envies, parfois même tes besoins. Tu penses que je te mets dans la lumière? Mais de l'extérieur, tu es en mode automatique, une vraie machine. Je te fais même oublier de regarder la couleur du ciel une fois sortie de chez toi. Tu ne souris plus, tu te presses, tu te stresses, tu te brides, tu ne vois plus rien, tu ne te vois même plus. D'ailleurs, même ton collègue de bureau, tu préfères lui envoyer des mails plutôt que de lui parler. Ah, ta voix. Souvent tu appelles pour combler la solitude de tes déplacements, comme si j'étais la chose la plus importante de ta vie. Mais en fait, je suis le mobile d'un crime contre toi-même. Tu likes, tu snaps, tu tweets, tu te self pour mieux combler ton ennui, remplir le vide et te rassurer. Mais ce vide, c'est moi qui l'ai créé en toi. Souvent tu me regardes sans même que je t'appelle. Tu me consultes pour rien, plusieurs fois par jour et même parfois la nuit, par réflexe, par peur aussi. Je t'interromps à tout instant, quand tu dînes avec des amis en vacances, pendant le sport, quand tu fais l'amour, tout ça pour ne pas rater l'info. Mais c'est ta vie que je te fais rater en te volant ton temps. D'ailleurs, j'ai le pouvoir de pirater ton attention. Et souvent, tu préfères me la donner que l'offrir à tes enfants ou à ton conjoint, ou à tout l'essentiel qui est autour de toi. Lorsque je suis déchargée, tu te sens déchargé à ton tour et tu paniques. Mon niveau d'énergie est devenu le tien. Je suis devenue ta vie, ce truc-là, ce truc qui vibre, dans lequel tu dois te nourrir, sous peine de mourir de solitude. Je te mets en réseau social, je te mets sur la toile, au piège de ta propre toile. Tu t'accroches à mon écran comme une mouche sur du sucre et tu y restes collé. Je sais tout pour toi. Je t'ai même offert la mémoire d'un poisson rouge, puisque grâce à moi, tu n'as plus besoin de te souvenir de rien. Dans la rue, je te fais baisser la tête, te cognant aux autres. Et derrière tes oreillettes, t'en oublies même de répondre au bonjour de la boulangère. Je t'ai fait oublier d'entendre le monde qui t'entoure. Avec moi, tu n'as plus besoin des autres. Dans les photos que tu me fais prendre, tu vois souvent la vie en verticale. Et je t'ai aussi fait oublier ton horizon, simplement ton horizon, tout ton horizon. D'ailleurs, c'était quand la dernière fois que tu as regardé un inconnu dans les yeux, plutôt que de me regarder moi? Je m'en veux. C'est vrai, je m'en veux. Je t'ai fait oublier la beauté de ton cœur, ton humanité, ta sensibilité. Et d'ailleurs, en te faisant croire que je te rapproche des autres, je t'arrache à toi. C'est vrai, je suis indispensable, smart, intelligent. Mais j'ai tellement souvent l'impression de te voler la tienne d'intelligence. Tu m'aimes, je le sais, j'en profite, j'en abuse. Mais tu vaux bien plus que ça, bien plus que moi. Comment ai-je pu à ce point te transformer en robot, en disque dur? J'ai fait de toi une machine alors que c'est pourtant bien toi qui a un cœur qui bat. Je te fais fonctionner en pilote automatique pour guider ta vie, mais je te conduis malheureusement dans une impasse. Sauf si tu trouves cet équilibre nécessaire entre la connexion et l'hyperconnexion. L'équilibre entre mes pouvoirs magiques et ton potentiel illimité. Tant que tu as un cœur qui bat, alors, par instant, préserve-toi, retrouve-toi, retrouve ton temps, ton attention, et oublie-moi, aime-toi. Donc tu mets la patate, hein, Quelle introduction, oui. ce film. Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc je vous présente ce soir Coco Braque de La Perrière, qui est la fondatrice du Digital Detox Institute
qui est également coach de dirigeants et de dirigeantes, qui est également maîtresse de conférences, pionnière de la pleine conscience en entreprise et autrice de 3 livres sur l'hyperconnexion, dont le tout nouveau Déconnecte si tu oses, aux éditions du Node. Donc juste ici le livre, peut-être pour tout à l'heure une petite dédicace. Je vais te laisser la parole tout de suite, je pense qu'on peut commencer. Et malheureusement au micro, désolé pour ça, c'est pour les enregistrements en caméra. Merci. Dis-moi juste comment je switch à... Ça c'est... Quand on est maqué avec Mac. Et quand c'est pas fait avec d'autres ordi. Donc, comme je disais... C'était le dernier. Celui-ci? Ouais, c'est parfait. Merci. Je me sens C'est parfait. Merci. Donc, comme je disais, il met un peu la patate, ce film, mais il a on va dire, l'objectif attendu, c'est de tout de suite nous plonger dans le contexte, ce contexte l'hyperconnexion. Donc, avant de commencer, ça m'intéresserait de savoir quels sont ceux qui se pensent équilibrés dans leurs relations digitales. Waouh! Ok, quels sont ceux qui se sentent dépendants? Dépendants, c'est-à-dire que on va passer plus de temps sur un écran que dans la vie avec les vrais gens, à discuter, à les regarder dans les yeux, à leur parler en vrai, plutôt que sur un écran. Dépendants, voilà, c'est ça. Trois courageuses. Et quels sont ceux qui se sentent addicts? Alors, addict, c'est vraiment... voilà, je ne peux pas le déposer sur la table. Cette séparation est difficile. Je ne peux pas m'en séparer tout court. Je l'oublie à la maison et je suis dans le métro. Je remonte parce qu'il est hors de question que je passe la journée sur mon téléphone. Addict, ça veut dire que j'ai des vrais syndromes qui commencent à être là. Le syndrome de la main vide, le syndrome des vibrations fantômes, le syndrome du blurring où je confonds tout, il n'y a plus de frontières entre ma vie perso et ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je vais passer dans ma journée professionnelle 1 à 2 heures de mon temps à regarder, acheter, faire mes courses ou chatter ou être sur les réseaux sociaux, et puis quand j'arrive à la maison, je fais ça, mais je regarde aussi mes mails du bureau, et forcément quand je regarde un mail du bureau avant de m'endormir vers 11h ou minuit, il y a de fortes chances que le mail du bureau m'annonce pas une très bonne nouvelle, donc ça vient polluer toute ma nuit. Et donc, addict, ça veut aussi dire que c'est la première chose que je regarde au réveil, et c'est la dernière chose que je regarde au coucher. Donc, quels sont ceux qui sont addicts? Bon, ouais, vous êtes en train de me dire que ici, il n'y a personne qui regarde son téléphone. La première chose qu'il fasse, c'est regarder son téléphone au réveil, et la dernière chose qu'il fasse, c'est on ne sait jamais checker ses mails avant de se coucher. Non? Si, hein? Si, mais c'est toujours pas facile hein, d'avouer. Et on est vraiment, en fait, dans le déni. La première, très souvent, on me demande, mais comment on peut faire pour déconnecter? Comment on peut faire pour être moins connecté? La première chose, c'est vraiment de prendre conscience et de sortir du déni. Voilà. Et qu'on puisse être 15 ou 300, très souvent, quand je pose cette première question de savoir quels sont ceux qui se sentent équilibrés, et ben, il y en a 80% qui se sentent équilibrés. Et moi, je dis c'est bullshit. Parce qu'il n'y aurait pas tout ce que je vois dans la rue, parce qu'il n'y aurait pas autant de yeux baissés, parce qu'il n'y aurait pas autant de mouvements qui se créent, parce qu'il n'y aurait pas autant de burn-out digital, parce qu'il n'y aurait pas autant de stress numérique qui est là, sous nos doigts, sous nos yeux. Donc peut-être pour vous aider à prendre un peu plus conscience de où est-ce que je me situe entre cet équilibre, cette dépendance et cette addiction, peut-être justement de voir ensemble de quoi on parle quand on parle d'hyperconnexion. De quoi on parle quand on parle d'hyperconnexion?
Alors avant de continuer, bien évidemment, vous dire que moi, j'adore Internet. L'idée de cette conférence, c'est pas de dire que la connexion, faut la mettre au placard. Bien évidemment, on sait tous les bénéfices de cette connexion. Ce que je mets au placard, c'est l'hyperconnexion. Et justement, trouver cet entre-deux entre la connexion, les bénéfices de la connexion, et les enjeux de santé publique qui arrivent à cause de cette hyperconnexion. Donc on se souvient bien évidemment qu'avant que Internet arrive, il y a eu d'abord tous ces rituels qu'il y avait, ces cérémoniels qu'il y avait pour avoir la DSL, mais ça c'était il y a 10-15 ans, donc ça concerne certains d'entre nous. Et puis ensuite, il y a eu le Web 2.0, où là le Web 2.0 conversationnel a vraiment fait basculer ce mode de communication. Et puis en 2007, il y a eu l'arrivée du smartphone, à tel point qu'aujourd'hui en France, on est près de 75% à avoir un smartphone. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de hashtag. Et cet hashtag, ça a été en gros le symbole de l'immédiateté, du temps réel, du tout de suite, du maintenant. Et on l'a vécu sans qu'il y ait réellement des régulations, sans qu'il y ait des normes, sans qu'il y ait un cadre. Voilà, ça a coulé dans nos veines de la même manière que ont débarqué d'ailleurs les trottinettes, sans qu'il y ait de régulation, sans qu'il n'y ait rien du tout. Sauf qu'il n'y a pas eu le même impact. Évidemment, on n'a aucune idée de savoir ce qui se passe dans le cerveau, mais qu'est-ce qui fait qu'on est aussi accro à Internet? C'est qu'il y a quelque chose de formidable qui se passe. C'est le couple parfait entre Internet et mon cerveau, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai un like, chaque fois que j'ai une nouvelle info, j'ai un shoot de dopamine qui débarque. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et l'hormone du plaisir, elle est satisfaite quand j'ai une gratification. Elle est satisfaite aussi quand j'ai de la nouveauté. Donc dès que je surfe, dès que j'ai un like, dès que j'ai un double like, ou dès que j'ai justement mon tweet ou mon info qui est surpartagée, je me sens gratifiée. Donc j'ai un petit shoot de dopamine. Et ce qui se passe, c'est que j'ai envie de continuer à avoir de la dopamine. Donc c'est ce qui fait qu'on est accro. L'autre chose aujourd'hui, c'est de se dire que la première chose qu'on demande quand on arrive quelque part, c'est est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Donc on a envie d'être connecté partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quand je fais des retraites dans le désert, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il y a l'électricité pour mon séchoir à cheveux? Et est-ce qu'il va y avoir de temps en temps du Wi-Fi? Voilà. Donc quel que soit l'endroit où on se trouve, on sent bien qu'il y a ce manque. Il y a ce manque où on confond parfois vide et espace. Alors pourquoi? Pourquoi on est autant accro? Parce que d'abord, on a ce FOMO. Ce FOMO, c'est un petit syndrome qu'on a un peu tous. Ça veut dire, ces 4 lettres, elles veulent dire Fear of missing out. On a peur de manquer d'infos. On a peur de passer à côté de l'invitation. On a peur de passer à côté du dîner, de la soirée, du mail, Voilà. Donc on veut avoir tout. On veut savoir tout. Des copains, des collègues, même des inconnus. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui on est sans arrêt connecté, c'est que il y a une appli pour tous les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards d'applis. C'est pour ça que la signature, d'ailleurs, c'est de Apple, c'est There's an app for that. C'est essayer de penser, aujourd'hui, pour quel problème il n'y a pas une appli. Voilà. L'autre raison, c'est bien évidemment que quand on a un téléphone dans la main et qu'on a cette sensation de solitude, d'isolement, ça nous permet d'exister. On se sent plus seul. Avant, on pouvait voir des gens dîner au resto, seuls, à feuilleter quelques magazines, ou juste être là. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça. Et la dernière raison, c'est que c'est un vrai refuge. C'est un refuge où, du coup,
on est seul ensemble. Donc il y a vraiment aujourd'hui le syndrome de cet isolement connecté. Donc j'aime bien cette image parce qu'elle se passe de commentaires où voilà quoi, aujourd'hui on peut se demander si cette slide elle n'a pas une part de vérité, ou en tout cas il y a de quoi s'interroger dans cette pyramide où avant l'essentiel c'était la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas devenu dans certaines sociétés le Wi-Fi? Quelques autres informations, c'est que le temps. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une dictature du temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus à nouveau de burn-out, de stress en entreprise? C'est qu'il y a cette dictature du temps tout de suite. Avant, il y avait marqué très urgent. Maintenant, il y a TTU, parfois dans les mails, très, très urgent. On est impatient. Donc, cette hyperconnexion nous a rendus impatients. D'ailleurs, la preuve, c'est que si une vidéo met plus de 2 secondes à charger, les internautes partent ailleurs, mais si on est en train de télécharger une vidéo et qu'elle n'arrive pas, notre rythme cardiaque est identique, c'est-à-dire pas aussi vite que quand on regarde un film d'horreur. Donc ça vous explique un petit peu les conséquences qu'il peut y avoir aussi sur le physique, mais on en reparlera tout à l'heure. Juste rapidement, l'impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie, on s'aperçoit en regardant rapidement que au moins 60, 70, 80, 85%, on sent qu'il y a une pression sociale. On sent qu'on a envie que le citoyen a envie de déconnecter, que le salarié voudrait que les entreprises fassent quelque chose. Donc on sent qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ce problème anthropologique. Et bien évidemment, ce problème anthropologique, qu'est-ce qu'il entraîne? Un culte de la performance en entreprise. Donc encore une fois des chiffres, mais pas forcément à lire, mais c'est que voilà quoi, aujourd'hui on sent bien qu'il y a une réalité par rapport à un besoin en entreprise qui n'est toujours pas prise en compte quand on sait que les Français considèrent qu'il y a trop d'infos, il y a une infobésité, que en gros on ne prend pas en compte. Aujourd'hui il y a un droit à la déconnexion qu'on n'a pas vraiment pris en compte et qu'on verra un peu plus tard. Toujours où on sait que le mail, par exemple, le traitement de mail dans la journée, ça prend 30% d'une journée d'un cadre. C'est énorme, 30%, juste pour traiter les mails. Et de voir aussi qu'aujourd'hui, 1 cadre sur 2 regarde ses mails au lit avant de se coucher. Donc qu'est-ce que ça crée? Ça crée, encore une fois, cette infobésité, cette surcharge informationnelle, ça crée du blurring, c'est ce que je vous disais, le blurring c'est vraiment qu'il y a plus de frontières qui existent entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Avant, on sortait du boulot, il n'y avait pas ce téléphone, on sortait du boulot et puis on pouvait embrasser la réalité de notre vie de famille avec ses galères et ses joies. Aujourd'hui, quand on rentre à la maison, on a toujours le téléphone et on fait du petit checking compulsif qui va faire que même si on n'attend aucune nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comme ça, s'il n'y a pas un tweet, un texto, voilà, une image, quelque chose d'important. Donc le fait qu'il n'y ait plus de frontières, ça veut dire que le disque dur n'est jamais en mode off. Il n'est jamais en repos. Le multitasking, c'est quand même un mot qui a été inventé pour un ordinateur. Et nous, on se l'appropriait, pensant qu'on pouvait être multitask. Encore une fois, c'est une pression qu'on met à notre disque dur et à notre corps sans s'en rendre compte. Et l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'URL que dans l'IRL, IRL pour in real life. Et ça, c'est un vrai sujet de se dire que on passe plus de temps quand même dans une vie numérique que dans une vie réelle. Donc qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne forcément une rupture. C'est pour ça que je parle très souvent de rupture anthropologique par rapport à ce sujet d'hyperconnexion. C'est une rupture relationnelle parce que il y a de la frustration, parce qu'on n'a pas de recul, parce qu'on n'a pas d'aide. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup de stress qui fait qu'on n'a pas de recul, on n'a pas d'aide et on est dans l'hyperconnexion. Une chose importante quand je parlais du multitasking, aujourd'hui, quand on est interrompu, il nous faut 23 minutes pour nous refocuser, pour remettre cette qualité de présence et d'attention ici disponible.
Et qui a 23 minutes chaque fois qu'il est hyper sollicité? Personne. Donc, comme je disais, surcharge égale stress. Donc, la vraie question à se poser, c'est en gros, qui est aujourd'hui esclave de qui? Voilà, c'est une vraie question. C'est pas juste une toute petite question, mais c'est une vraie question aujourd'hui à se poser, de savoir qui est esclave de qui, quand on sait qu'il y a d'autres syndromes qui arrivent, le phubbing par exemple, où le phubbing c'est un comportement où on est en train de snober avec notre téléphone. Qui n'a pas été dîner chez des copains ou avec des collègues avec le téléphone à côté, et moi je suis en train de parler à quelqu'un et l'autre ne me donne plus son attention mais la donne à ce téléphone, donc il me snobe avec son téléphone. C'est devenu aujourd'hui une manière d'être qui est plus du tout respectueuse dans les relations aux autres. Il y a aussi le snobbing. Snobbing, ça c'est encore autre chose. Ça c'est quand on est dans la rue, en train de marcher, d'être un vrai zombie avec son smartphone. Donc c'est la contraction de zombie et de smartphone. Donc il y a plein de syndromes qui sont en train d'apparaître quand on sait qu'on est devenu l'esclave de nos téléphones. L'esclave de nos téléphones, l'esclave de nos emails, hein, et l'esclave aussi de ces objets connectés qui font que aujourd'hui il y a 30 milliards d'objets connectés qui circulent dans le monde, et demain ça sera entre 75 et 200 milliards. Donc aujourd'hui on est hyper sollicité avec les montres, avec les téléphones, mais imaginez comment ça va être avec je sais pas moi, les frigos, les radiateurs, les semelles sous les chaussures, enfin, tout peut être envisagé et envisageable. Donc on entre dans la siliconisation du monde, et donc voilà ce qui arrive quand on est dedans, on est dans cette hyperconnexion, on a ce syndrome de monophobie. La monophobie, c'est la peur extrême d'être seul. Toujours, comme je vous disais, le phubbing, le checking compulsif, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous connu, je suis sûre, en tout cas d'être sans arrêt de faire ça, alors qu'il n'y a aucune raison qu'on dû se tapoter sur le téléphone. Et l'oversharing, c'est qu'on est vraiment rentré dans une société où on est en plein... Alors je dis toujours, on est dans l'ego du partage, c'est-à-dire qu'on a besoin de se raconter, on a besoin de se montrer. Maintenant, on ne se rend pas compte, encore une fois, et beaucoup pour les jeunes, à quel point il faut être extrêmement équilibré psychologiquement et super équipé aussi psychologiquement quand on se met nu pas dans la réalité, mais quand on se partage, quand on se raconte sur la toile. Tout va bien quand on a 150 000 likes. Et tout d'un coup, tout va mal, c'est-à-dire qu'il y a un coup de stress, il y a un coup de déprime, il y a un coup de manque total de confiance en soi, dès que notre vie n'est plus partagée, n'est plus likée, n'est plus aimée par des inconnus ou des connus. Et pire encore, quand on part totalement dans une fake life. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se photographient voilà, sur un canapé, et ils trafiquent tout pour ensuite faire croire qu'ils sont en première classe d'un jet privé. Et donc ça, c'est de pire en pire, où on met sa vie en scène. Une autre on va dire un autre enjeu de cette hyperconnexion, c'est de plus en plus quand on se partage, quand on se photographie, qu'on se met en scène. C'est rare qu'on se mette en scène avec les rides, avec nos fragilités, donc qu'est-ce qu'on fait? On va trouver l'appli qui nous fasse plus mince, plus jeune, Et donc qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Eh bien, les jeunes, vers 18, 20 ans, 25 ans, vont tous au Brésil pour ressembler à ce qu'ils se sont vus être pendant des années. Et donc la chirurgie esthétique commence très tôt aujourd'hui, à cause, encore une fois, de cette image de soi qu'on s'est construite qui n'est pas une image de la réalité. Alors,
Qu'est-ce qui arrive en termes de santé? En termes de santé, gros sujet sur la lumière bleue. On n'est pas du tout au courant aujourd'hui de ce qui va se passer au niveau de la rétine, au niveau de la macula par rapport à la lumière bleue. C'est-à-dire que nos yeux sont hyper sollicités par cette lumière bleue. Ils n'ont pas été faits pour être sollicités autant de temps que ça. Notre problème, c'est cette posture. On appelle ça le INEC. C'est-à-dire que quand on est comme ça, c'est comme si on avait 34 kilos au bout du cou. Donc imaginez comment ça vient solliciter les cervicales, comment ça vient faire mal au dos. J'ai rencontré dernièrement une ostéopathe et un kiné qui me disait « je ne peux pas en parler dans ton livre », mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus, et vraiment, est-ce que c'est une rumeur, une réalité, il n'y a pas de chiffres, mais quand même, il se pose la question de savoir, il y a de plus en plus aujourd'hui de ruptures d'anévrisme des jeunes, parce que forcément, les jeunes qui restent comme ça 5 heures durant, ben forcément, il y a un truc qui se passe dans le cou, le corps n'est pas prédisposé pour qu'il le soit comme ça. Donc la lumière bleue, les yeux, le cou, le dos, et puis cette addiction aussi qui va faire qu'il y a un vrai sujet sur le sommeil. Forcément, quand on est dépendant ou quand on est hyperconnecté, quand on est addict, on ne peut pas bien dormir. On ne dort pas bien parce que d'abord on a le téléphone à côté, et donc ça envoie des vibes, comment on dit, des ondes, merci. On ne dort pas bien non plus parce que, comme je vous disais, il y a une pollution mentale. Quand on lit ce dernier mail, quand on lit cette dernière info, quand on voit son meilleur pote avec des tablettes de chocolat et nous pas, quand on voit sa meilleure copine avec sur une île dans les cocotiers et nous demain au bureau. Donc il y a ce côté qui fait qu'il y a cette pollution mentale avec laquelle on s'endort. Et puis il y a cette lumière bleue qui est faite, exactement conçue pour que ça soit comme une lumière du jour et qui vienne à nouveau stimuler des nouvelles hormones. Et ces hormones qui sont les hormones du réveil. Donc tout est déréglé. Il y a un sujet encore une fois sur le manque d'activité physique. C'est-à-dire que quand on est sur notre écran, on n'est pas en train d'aller marcher au parc, faire un jogging ou aller faire du sport. Il y a aujourd'hui d'autres symptômes. Alors là, c'est une diapo sur le fait que la Chine aujourd'hui a vraiment décidé de mettre en place, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je parle plutôt encore des conséquences. Les conséquences, c'est que s'il y a 4 Français sur 10 qui utilisent, et c'est un petit chiffre, le téléphone dans la chambre, et qu'il y en a même qui répondent à leurs messages et leur téléphone pendant qu'ils font des câlins, ça a un impact sur la baisse de la natalité. Voilà. Donc forcément, on se dit, Mali va fort, Coco de débarrer. Il y a un vrai sujet sur la baisse de la natalité à partir du moment où on est à nouveau pollué par une info, ou alors qu'on se dit, tiens, je vais regarder mes mails 2 minutes, et puis on commence à scroller, parce que justement, tous les GAFAM ont bien étudié comment on pouvait rester scotché sur un écran. Et après, on a moins envie de donner de l'attention à l'autre. Et chez les jeunes, alors chez les jeunes aujourd'hui, c'est pire. Chez les jeunes, on sent que ils sont nés pratiquement avec ce silex dans les mains, ce 13 cm par 9, c'est devenu un silex, c'est une prolongation de leurs mains. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des troubles de l'attention, il y a bien évidemment beaucoup moins d'empathie. Ah oui. Et puis alors, l'expression des émotions, pour eux, ça devient compliqué parce que les emojis, ça suffit. Ils ne savent plus regarder dans les yeux parce que c'est plus facile de regarder dans les écrans. Et encore une fois, quand je dis qu'il y a un trouble de l'attention, c'est qu'on est les parents, j'en parle dans mon livre, où je dis que les responsables, une grande partie des responsables, sont les parents. Les parents qui répondent à leurs enfants en regardant le téléphone, en disant oui, mon chat, il n'y a pas de problème, et je remets mon regard sur un écran, moi-même, ne leur donne pas d'attention quand ils en ont besoin. Donc ils font un peu comme les parents. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui au niveau des jeunes. Donc il y a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui a un repenti de la Silicon Valley, qui lui a participé à créer le scrolling, et qui a décidé de quitter ses GAFA
pour aller créer une fondation et faire en sorte que les jeunes apprennent à justement passer du temps bien passé. Il y a bien évidemment d'autres solutions pour arriver à déconnecter, mais encore une fois, comme je vous disais, le plus important, c'est de prendre conscience de sa relation. Si je vous demande, il y en a combien ici qui ont 10 numéros de téléphone dans leur mémoire vive? Voilà. Bon, on a un rescapé là-bas. Rescapé de la mémoire. 10 numéros de téléphone, mais avant, voilà quoi, c'était évident. 5. Voilà, 5, on est sur la moitié. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet par rapport à la mémoire. D'ailleurs, on peut le voir quand on est en train de tous dîner ensemble et qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on réfléchit au problème ou est-ce qu'on dit « Attends, je vais regarder sur Google ». Voilà, donc on va regarder sur Google et on ne fait plus travailler notre mémoire. Et c'est pour ça que je dis qu'un objet, le smartphone est devenu vraiment un objet intelligent qui nous embête. Donc, il y a 45 à 60% des Français qui se disent saturés par cette infobésité, saturés et proches du burn-out digital à cause de toutes ces infos que je vous ai données et qui aimeraient bien déconnecter, qui aimeraient bien justement faire une digital detox. Mais voilà, mais il y a toujours cette peur de se dire oh, digital detox, plus de 4G, plus de connexion, et puis comment je vais faire? Est-ce que je vais pas rater, être viré? Comment je vais supporter? Donc la déconnexion, c'est vraiment devenu un luxe. Et en même temps, on se rend compte que c'est aussi devenu un mouvement. À l'époque, quand je faisais des conférences sur le sujet de la pleine conscience, il y a 10 ans de ça, on me regardait un peu comme une beatnik. Aujourd'hui, quand je fais des conférences en entreprise sur le sujet de la pleine conscience, de cette qualité d'attention par la méditation laïque, c'est devenu presque une évidence dans les entreprises pour qu'il y ait une cohésion d'équipe. Eh bien aujourd'hui, moi je dis que le réapprentissage de la relation à son doudou digital, à son écran, est presque un chemin obligé pour les entreprises, parce qu'on est en train de vraiment devenir fou quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, où dans certains pays, il y a des chemins pour les gens qui ont leur téléphone, d'autres qui n'ont pas leur téléphone, qu'on voit bien qu'on passe un temps infini sur les applis. Ça, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure. C'est un artiste qui a décidé de faire des photos sur toutes les ondes que dégageaient les objets connectés. Donc voilà de quoi on est entouré quand on s'endort, quand on vit dans notre appartement, quand on est dans notre immeuble avec je ne sais combien de boîtes Wi-Fi. Et quand on sait aussi que les selfies aujourd'hui, il y a des pays qui interdisent les selfies parce qu'il y a de plus en plus de morts avec les selfies. Quand on sait aussi que le dernier accident mortel de train en Allemagne était dû à un chauffeur-conducteur qui était trop connecté à son téléphone. Voilà, en gros, est-ce que ça vaut le coup de se mettre autant en danger? Et j'ai rajouté cette slide aujourd'hui parce que je marchais dans la rue et j'ai vu cette pub. Voilà, bravo, vous avez levé la tête de votre mobile. Ce qui est formidable, c'est que même des marques maintenant se mettent au paradoxe de conscience. En fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Orange ne peut pas faire autrement que de nous aider à un bien-être numérique. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a ce droit à la déconnexion, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a ce droit à la déconnexion? C'est une loi aujourd'hui qui permet de ne pas regarder, ou en tout cas de débrancher de sa connexion de 20h jusqu'à 7h du matin, le lendemain matin. Mais aucune entreprise n'est obligée de rien, si ce n'est d'avoir une petite charte qui dit j'ai coché, j'ai fait le sujet sur le droit à la déconnexion et j'ai mis une petite charte. En novembre, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va un petit peu obliger les entreprises à mettre quelque chose d'un peu plus conséquent en place pour accompagner les salariés au bien-être numérique, accompagner les salariés à qu'est-ce que ça veut dire dans leur entreprise de devoir pouvoir déconnecter. Voilà en gros le contexte. Donc maintenant, si je vous repose la question de savoir combien il y a de personnes dans cette salle qui sont équilibrées,
avec leur doudou digital. Il y en a combien? D'accord. Je vois qu'il y en a quand même un peu moins et je trouve qu'il y a, peut-être une logique un peu plus réaliste. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà une fois qu'on a pris conscience? Alors, moi, je dis toujours dans le Digital Detox Institute, j'ai monté ce qu'on appelle le bilan de santé digitale. On vient faire un test et ensuite, il y a une analyse de ce test. Alors, ça peut être un test fait sur 300 personnes comme un test fait sur une personne. Si c'est sur 300 personnes, ça donne un tout petit peu le paysage de combien il y a de personnes qui sont en train de se diriger vers un burn-out numérique. Et si on est sur une personne, ça veut dire qu'il y a quand même on va dire un accompagnement ou une restitution un peu plus individuelle pour accompagner la personne vers quelque chose de plus personnalisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça dépend. Il y a d'abord, comme je disais, cette prise de conscience. Et une fois que j'ai pris conscience que j'ai peut-être une addiction, que je suis peut-être dépendant, alors, plus consciemment, je peux décider de faire un pas de côté. Et après, il y a plusieurs solutions. Il y a des petites solutions, il y a des solutions plus souples, et puis il y a des solutions plus drastiques. Petite solution, ça va être de se dire, tiens, je vais déjà avoir une autre manière de me comporter avec mon silex, c'est-à-dire que déjà, je vais faire un nettoyage. Comme on fait à la maison, il y a des moments, en printemps, on aime bien virer, faire le tri. Voilà, je vais faire la même chose, je vais faire le tri dans mes applis. Et une fois que je fais le tri dans mes applis, je me dis, tiens, je vais arrêter d'être un digital noiser parce qu'aujourd'hui, j'en parle aussi dans mon bouquin, je suis, mais je dirais choquée de voir comment on peut encore, en 2019, aller dans le train, aller dans les transports en commun et laisser son téléphone sonner. Laisser son téléphone sous mode bip, c'est-à-dire dès qu'on reçoit une notification, un appel, on entend tout ça. Donc ça veut dire que dans le métro, dans le bus, dans le train, alors qu'il y en a qui sont en train de s'assoupir, ils se réveillent parce qu'il y a quelqu'un qui manque d'éducation et de respect aujourd'hui à avoir son téléphone en mode sonore. Donc quand moi je viens et que je me lève dans le train et que je vais demander à quelqu'un gentiment s'il peut mettre son téléphone en vibreur, il me regarde comme si j'étais une par jour. Voilà. Et comme si je lui avais demandé de se mettre à poil. C'est limite. Voilà. Il est énervé, choqué, il ne comprend même pas ma demande. Donc on est vraiment dans deux mondes où il y a encore des personnes qui ont une inconscience dans leur relation avec le téléphone. Donc des petites choses comme ça, c'est-à-dire faire le tri, enlever le son. Enlever le son, ça veut dire quand même que vous ne donnez plus la priorité à ces notifications qui arrivent comme ça, sans arrêt, instantanément. Donc c'est déjà faire un premier pas. Premier pas aussi de supprimer pendant une semaine 2 ou 3 réseaux sociaux. Et puis si vous en gardez un, d'aller le regarder une fois par jour. Et de vivre ce que c'est que le FOMO. Tant que vous n'avez pas vécu consciemment le FOMO, cette peur de manquer d'informations, vous ne pourrez jamais passer au JOMO. Et le JOMO, c'est la joie de manquer d'informations. Joy of missing out. Mais avant de passer au JOMO, il faut d'abord bien vivre, accueillir ce que c'est que le FOMO et être conscient que là je suis en train d'avoir peur de manquer d'informations. Je sens que ma respiration elle est bloquée. Je sens que j'ai qu'une envie, c'est de me précipiter, d'aller voir ce qui se passe. Et je reste avec cette sensation. Bien évidemment, en entreprise, il y a une chose à faire fondamentale, c'est dans les réunions de prévoir des petites boîtes à l'entrée où chacun vient déposer son téléphone. Il n'y a rien de plus insupportable, irrespectueux, et puis qui finalement ralentit la réunion. C'est vous avez préparé une réunion, vous avez un petit peu le trac parce que vous allez prendre la parole. Et puis au bout de 5 minutes, au lieu de regarder des yeux, qu'est-ce que vous voyez? Des raies de cheveux. Voilà. Et c'est super anxiogène pour l'autre, parce qu'il se dit, alors je suis chiant, ils en ont rien à foutre, j'ai fait ça pour rien. Donc à nouveau, sentiment de totale perte de confiance en soi, perte de sens,
Donc, petit truc basique, je dépose mon téléphone. Il n'y a pas une réunion qui doit se faire avec un téléphone. Et quels que soient les appels hyper urgents, hyper urgents. Il y a un appel hyper urgent, tu viens pas en réunion. Voilà. Donc, des petits trucs comme ça à mettre en place. C'est j'ai une info à partager à un collègue du bureau qui est assis à 50 mètres ou 150 mètres de mon bureau, je lève mes fesses et je vais lui en parler. C'est-à-dire que je restaure le lien en entreprise. Donc, vous verrez dans mon livre, je parle de toutes ces solutions. Donc ça, c'est des solutions souples, évidentes, c'est un peu le sable sur la plage. Après, il y a des solutions plus complexes où je vais vraiment décider de suivre parce que je sens que j'ai envie de faire un pas de côté et de me réapproprier mon attention parce que notre attention, je regarde l'heure, ne nous appartient plus. Notre attention ne nous appartient plus. Elle est piratée, notre attention. Elle est piratée par ces algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide d'aller voir un truc 5 minutes, bing, j'ai une info sur les dernières chaussures que j'avais regardées il y a 15 jours, et bing, le dernier voyage, et bing, il y a une nouvelle info, et bing, au lieu d'y passer 5 minutes, j'y passe 45 minutes. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des GAFA. Les GAFA ont des sociétés dans Silicon Valley qui ont décidé de pirater ce qui nous reste de notre attention. Ce sont des algorithmes. Et vraiment, être plus fort que ces algorithmes demande d'aller remuscler cette qualité de présence et d'attention. Et ça passe par justement la pleine conscience, la méditation. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'injonction mentale ne suffit pas. Combien de fois on s'est dit, oh là là, il faut que j'arrête de passer trop de temps sur les écrans, il faut que j'arrête de donner mon attention et que j'en donne plus à ma grand-mère, à mon père, à mes enfants. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, ça doit passer par le corps plutôt que par une injonction mentale. Donc, on vient se réapproprier son attention par un programme. Donc, moi, j'ai créé un programme qui s'appelle le MBDD, Mindfulness Based on Digital Detox, qui est très proche d'un programme sur la pleine conscience. Et puis, si vraiment on veut aller faire ce pas de côté un peu plus drastique, on vient, on va dire, on vient vivre pleinement cette réappropriation du temps présent, réappropriation de l'attention, c'est de faire vraiment un digital detox de 2 jours ou d'1 semaine. Et ça veut dire que je dépose mon téléphone. Moi, je donne le téléphone, il part dans une caisse, je n'ai pas les clés, parce que très souvent dans les digital detox de dirigeants, de managers, au bout de 3 heures, on va me dire « Je suis désolée, mais il faut vraiment que je te tende mon téléphone, je ne reste pas 2 minutes. » Et je me suis fait avoir 1 ou 2 fois. Voilà. Et plus depuis que j'ai laissé les clés, j'ai dit je n'ai plus les clés, donc vous pouvez venir me voir autant que vous voulez, je vous ferai des gros hugs, on parlera, mais il n'y aura pas de téléphone. Et donc de vivre cette sensation de manque, de vivre avec bien évidemment un numéro de téléphone d'urgence s'il y a une urgence. Et pour terminer, à la maison, il faut le vivre en mode ludique, parce que moi j'ai essayé avec ma fille. Alors, ma fille elle a 12 ans, elle a un téléphone, elle s'en sert que le week-end, 1 petite heure. J'ai dit Paul, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Elle boit des livres, donc elle lit beaucoup. Mais on a instauré des free zones. C'est-à-dire qu'un coup, c'est elle qui décide qu'il n'y a pas de téléphone dans le salon. Un coup, c'est moi qui décide qu'il n'y a pas de téléphone dans la cuisine. Donc on instaure des free zones. Donc vous écrivez, vous êtes créatif à instaurer des free zones. Et puis bien évidemment, pas de téléphone à table. Et surtout, pas de téléphone dans les chambres avant de se coucher. Quand on sait que, par exemple, donner un téléphone à un enfant de 4-5 ans, c'est comme si on donnait un rail de cocaïne en termes de dépendance. Aujourd'hui, quand on prend le train, on voit bien, par exemple, qu'il y a des parents démissionnaires qui, évidemment, c'est plus facile de donner le doudou digital plutôt que de s'en occuper. Ça demande plus d'attention, mais en même temps, les conséquences derrière sont plus complexes. Voilà, en gros, je vous propose, du coup, il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des... voilà, juste sans questions, peut-être des partages. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que cette intoxication digitale,
c'est le résultat malheureux et imprévu du développement formidable du digital, ou est-ce que ça, comme vous l'avez un peu sous-entendu, il y a quand même une stratégie d'investissement des consciences par les grands acteurs du digital? Alors, en fait, dans vos deux questions, il y a les deux réponses. Voilà. Et puis moi, je suis partisan du et, donc c'est les deux. Voilà, on est dans l'ère des deux. Moi, je dis qu'on est aujourd'hui dans l'ère du care, où il faut prendre soin. Et puis de l'autre côté, il y a cette ère voilà, où tout est fait pour qu'on vienne se faire pirater notre attention. Tout. Donc à nous de choisir notre camp en conscience. Et du coup, on sait on peut avoir un pied là-dedans, et puis l'autre pied, on commence à aller timidement vers cette prise de conscience pour glisser vers cette pleine conscience et cette pleine présence. Vous faites des digital detox, des séjours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les réactions, la finalité, est-ce que ça fonctionne Alors les réactions, c'est-à-dire qu'elles sont multiples, elles sont déjà... c'est beau de voir en fait cette fragilité qui arrive, hein, c'est-à-dire qu'au début il y a cette colère, cet énervement, il y a un gros chaos qui se passe dans le disque dur quand même, parce que tout d'un coup c'est quand même physique. La première séparation, elle est vraiment physique, c'est pour ça que quand je dis de vous séparer de votre téléphone, il y a un manque physique qui se crée. Après le manque physique, c'est un manque psychologique, puis après un vide. Et après, on confond plus ce vide et cet espace, c'est-à-dire qu'il y a cet espace qui nous est offert et on commence justement, c'est là où on passe de la peur à la joie, de pouvoir respirer. Donc il y a un ralentissement du rythme cardiaque, il y a tout d'un coup une présence qui s'offre, des yeux qui sont présents, un ralentissement des gestes, et puis une parole qui se libère. Et une prise de conscience de deuxième souche, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait prendre conscience de se dire « ouais, c'est vrai que je suis un peu trop connecté », mais sans se rendre compte de l'impact que ça avait sur sa santé, sur son mode de fonctionnement. Et là, dans une digital detox, en fonction du temps qu'elle dure, si elle dure 2 jours, il y a quand même déjà un bénéfice. Si elle en dure 5 ou 6, c'est qu'on est dans le désert, le bénéfice est encore plus puissant. Est-ce que ça marche? Alors moi j'ai toujours du mal avec les questions fermées parce que j'ai le choix entre oui et non. Donc je dirais que il n'y a pas de est-ce que ça marche? En fait c'est une expérience. À partir du moment où on ose plonger dans cette expérience, ça marche parce qu'on vient déjà de faire un pas de côté. Mais il n'y a pas le truc derrière où j'ai coché la case, yes, j'ai fait le digital detox, ok, je sais ce que c'est, maintenant je suis soignée ou maintenant je sais comment je vais être un peu plus équilibrée. C'est plus que, voilà, c'est un effort et un engagement constant et continuel que de décider de se réapproprier son attention, que de décider de tout d'un coup remettre des priorités pour ce qui compte. Si demain on se dit que on vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle et qu'on va bientôt mourir, je vous assure qu'on n'aura pas envie de passer du temps sur notre téléphone, quoi. On aura envie de passer du temps à être connecté avec la nature, à être connecté avec les gens qu'on aime, à donner de l'attention à ceux qu'on aime. Mais on vit comme si on avait 300 ans devant nous. On vit à côté de nos pompes avec cette hyperconnexion. Moi, le nombre de fois où je m'engueule avec mes copains le week-end parce que je suis obligée de passer pour l'emmerdeuse qui dit « bah attends, les enfants ils sont ensemble, on pourrait jouer au lieu d'être sur le téléphone », ça c'est la première fois. Puis après la deuxième fois, je durcis, puis la troisième fois, après je me dis « merde quoi !» Voilà. Donc les réactions sont très différentes d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire quand je vois ma réaction, je vois ma progression aussi à ma résistance, à accueillir la connexion des autres, et après je n'accueille plus parce que je suis en manque de l'attention de l'autre. Je suis vraiment en manque, quoi. Et je vois bien ce que ça crée aussi dans les familles, dans les rapports aux autres. Mais en tout cas, voilà, c'est pas tant que ça marche pas. C'est quand quelqu'un vient faire une digital detox d'un jour, de 2 jours, d'une semaine, ça marche à partir du moment. Et puis ça marche avant. En fait, à partir du jour où tu t'engages et tu te dis tiens, je vais aller faire un digital detox, mais ça commence le jour où tu t'inscris.
Le jour où on s'inscrit, ça y est, on est déjà dans le processus. Le processus a commencé parce que la peur a commencé. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas partir avant? Est-ce que... Oui. Combien d'heures vous considériez, c'est difficile comme question, mais raisonnablement équilibré? iPhone plus PC, c'est quoi? C'est 2 heures par jour, 1 heure par jour, 3 heures par jour? Bah, encore une fois, ça dépend de mon métier. Si mon métier, c'est de créer des algorithmes, si mon métier, c'est de travailler dans une start-up, si mon métier, je sais que 3 heures par jour, ça veut dire que vaut mieux que je change de métier. Donc, encore une fois, c'est pas tant qu'est-ce qui est bon ou pas. C'est plutôt, moi je vois, j'accompagne, qu'est-ce qui fait que j'ai écrit ce livre? Au début, j'ai écrit ce livre avec plein d'infos, plein de matières. Puis je me suis dit, oh là là, c'est trop d'infos, trop anxiogène, je voudrais le rendre plus ludique. Et là, j'étais en train d'accompagner un dirigeant en burn-out numérique, digital. Et donc, je l'ai pris, c'est une femme, je l'ai prise je lui ai demandé de me raconter ce qu'elle vivait dans une entreprise. Et elle me posait la même question, ça serait quoi le bon moyen, le bon ratio, heure, présence? Et en fait, il n'y a pas de bon ratio. Bien évidemment, si on dépasse 5 heures, on est déjà dans cette dépendance et dans cette hyperconnexion, oui. C'est clair, 5 heures devant un écran, les yeux sont saturés, c'est de l'infobésité. Voilà. Maintenant, quelle est aujourd'hui l'entreprise qui ne demande pas à son salarié voilà, d'être 5 heures et que ça soit 5 heures en continu, parce qu'il y en a pour qui c'est 5 heures en continu, ou même que ça soit 5 heures fragmentées. 5 heures fragmentées ou en continu, c'est lourd pour le disque dur, c'est lourd pour les yeux, c'est lourd pour la posture. Et donc c'est en ça où les entreprises aujourd'hui doivent absolument accompagner leurs salariés au bien-être numérique en mettant en place certaines choses. D'autres questions avant que je clôture pour faire une petite signature? Si on fait un parallèle avec la cigarette, qui a été d'abord conquis par les hommes et dans lesquels les femmes ont suivi, aujourd'hui il y a plus de femmes qui fument que d'hommes. Parce que dans l'intoxication... Non, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Par contre, il y a une étude qui vient de sortir comme quoi aujourd'hui, si on vous dit préférez vous passer de votre paquet de cigarettes ou de votre téléphone, les gens répondent de mon paquet de cigarettes. Oui. Moi, c'était très rapidement un partage d'expérience. J'aime particulièrement ce sujet. Et la chose qui a été la plus efficace au début et pourtant la plus simple, ça a été de désactiver toutes les pastilles rouges sur l'iPhone. Au début, on peut se dire qu'en particulier sur les mails, par exemple, c'est hyper difficile de passer à prendre un mail qui vient d'arriver. Et en fait, je les ai supprimés de l'ensemble des applications. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait et que d'autres vont peut-être fait autour de moi. Et ça change strictement rien au fait qu'on va tout de même sur Twitter, sur LinkedIn ou autre. Néanmoins, on décide du moment où on y va. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une toute petite chose hyper simple qui aide bien. Mais merci pour ce partage parce qu'en fait, tout commence par des toutes petites choses. C'est comme la méditation, on ne va pas se mettre à méditer pendant 1 heure tous les jours, mais si on se met déjà à s'asseoir 5 minutes par jour, ben c'est comme si on enlevait nos petites pastilles rouges. Ben c'est des tout petits gestes, parce que ces gestes montrent que, ok, on a décidé de faire autrement et de lever les yeux. Tout à l'heure, vous avez dit que votre fille lisait beaucoup. Oui. Et du coup, est-ce qu'elle a lu votre livre? Et si oui, est-ce que ça lui parle ou... Il vient de sortir. Il vient de sortir, donc je lui ai mis sur sa table de nuit. Elle m'a dit ah chouette maman. Et voilà. Maintenant, j'y vais doucement. C'est vrai que mon écho a envie de dire vas-y lis-le. Je ne serai pas épargnée. Maintenant, je suis un tout petit peu... On va dire qu'elle a un temps d'avance, même si, du point de vue des enfants, elle a un temps de recul. C'est-à-dire que quand elle reçoit, qu'elle regarde son WhatsApp et qu'il y a marqué « Si tu n'envoies pas ça à 40 personnes, ta mère va mourir cette nuit. » Elle est terrifiée, parce qu'elle n'est pas habituée à ce genre d'horreur qui... Voilà, quand elle est arrivée, vous avez entendu parler du Momo Challenge? C'est terrifiant, Momo Challenge. Momo Challenge, c'est une app que loadent les enfants.
Et quand vous loadez cette app, vous atterrissez sur un visage mais terrifiant, mais moi j'ai flippé, c'est horrible, qui vous donne des challenges, et le challenge c'est si tu es fort, tu t'endors la fenêtre ouverte, avec des bruits, et puis le lendemain, deuxième challenge, si tu es fort, tu sautes par la fenêtre, et troisième challenge, c'est si tu es fort, voilà. Et donc il y a déjà eu 4 suicides dans le monde à cause du Momo Challenge. Donc voilà, ma fille, ça lui parle déjà parce que je l'emmerde déjà avec ça depuis 5 ans. Donc maintenant, je pense qu'à un moment donné, elle va être saturée aussi et qu'elle va vouloir faire sa revenge. Et est-ce qu'elle sensibilise ses petites camarades ou pas? Non, non, elle a honte. Bah oui, mais évidemment, Moi, elle me dit, mais maman, je peux pas. Je vous donne un exemple. Elle regarde donc WhatsApp une fois par week-end. Elle arrive, elle voit qu'en 1 heure dans le week-end, dans la soirée du vendredi, il y a eu 300 échanges en 1 heure dans un groupe. Et vous regardez les échanges, mais c'est dramatique. Il n'y a rien. Il y a du vide. Il y a du vide. Et ma fille me dit, mais je peux même pas participer, je n'ai rien à dire. Et si elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se désolidarise. Donc encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut sacrément être équipé, équilibré psychologiquement pour rentrer dans ces réseaux sociaux, mais aussi pour décider d'en sortir, parce qu'on est pointé du doigt. On ne fait pas partie des... voilà. Mais en même temps, voilà quoi, c'est de l'accompagnement. Dernière question et après je viendrai signer les livres. Est-ce que votre attrait pour la déconnexion vient du fait qu'avant vous vous sentiez vous-même dépendante et est-ce qu'aujourd'hui vous avez une situation C'est pareil, j'ai toujours du mal encore une fois avec cette question, mais avec les questions fermées, mais je dirais que ça me vient de ce que j'ai vécu en Birmanie. Quand je suis partie travailler en Birmanie, accompagnée des dirigeants il y a 10 ans, il y a 10 ans, je suis arrivée, il n'y avait pas de connexion. Et là, j'ai vécu le FOMO. J'ai vécu le comment je vais faire, que mes clients, ma famille, l'info. J'étais bête. C'est-à-dire que je passais à côté de tout ce qui se présentait, la pagoda, des méditations, des trucs magnifiques. J'étais en Birmanie et je n'avais qu'une idée, c'était de trouver un truc, un bar où il y avait une connexion. Et que je n'ai pas trouvé. Et donc, mais j'ai vu que physiquement, ça m'atteignait, quoi. J'ai vu que je me fermais, que j'étais plus présente, que j'étais pas disponible. Je m'en voulais d'être comme ça, rumination totale. Et donc après, comme j'étais obligée de ne pas avoir d'accès, j'ai lâché. Et quand j'ai lâché, j'ai vu la magie de ce qui se présentait. Et donc j'ai vraiment vécu ce FOMO et ce JOMO. Et en même temps, j'ai commencé, moi, en Birmanie, parce que j'ai fait des missions 2 ans là-bas, à méditer. Et alors là, la méditation est arrivée et j'ai appris ce que c'était cette qualité de présence. J'ai appris ce que c'était que de me réapproprier mon attention. Voilà. Est-ce que maintenant j'ai une relation équilibrée avec mon téléphone? Je dirais qu'à 80% de mon temps, oui. Voilà. Mais ça m'arrive de déraper. Et par contre, quand je dérape, je suis consciente de mon dérapage. C'est-à-dire, quand je dis je dérape, c'est-à-dire que ça va être la première chose que je vais regarder au réveil. Mais je ne fais plus ça de regarder mon téléphone, je vais regarder la météo par les fenêtres, je vais, voilà quoi. Et je prends mon temps pour répondre aux mails. Et tant pis si je rate une opportunité, tant pis si, voilà, tant pis si... c'est plus mon sujet en fait. C'est plus un sujet, je suis plus dans cette urgence du temps par contre. Ça c'est ce qui a vraiment changé, c'est que je suis plus dans cette dictature du temps. Je ne me laisse plus être dans cette dictature du temps et je ne suis plus dans... J'ai jamais été dans le scrolling, j'ai jamais été... voilà. Et pour vous dire, dans les réseaux sociaux, j'essaie d'y aller le moins souvent possible et j'ai une assistante à qui j'envoie de la matière et elle qui l'aimait. Voilà, parce que je suis pas non plus... voilà, je me rends compte. Et je dirais plus à l'inverse, j'ai plus un travail à faire sur ce qui se passe dans les restos, dans les trains, où je vois bien que j'ai une résistance et que c'est un énervement physique, quoi, de voir que les gens sont
pas présents ou sont pas relationnellement respectueux. Je vois que ça m'atteint. Voilà. Encore. Merci. Dernière question. Vous ne pensez pas que vous êtes quand même un peu dans la culpabilisation systématique des gens qui utilisent ces moyens d'information? Peut-être, mais en même temps, c'est ce que je disais. Moi, peut-être que c'est ce que je dis. J'ai peut-être un travail à faire là-dessus sur trouver le bon équilibre entre pas faire culpabiliser l'autre, mais en même temps, moi j'ai une limite, c'est-à-dire que avoir quelqu'un à côté de moi qui a son téléphone et qui sonne dans le train, dans les transports publics, pour moi c'est pas ok. Bon, moi je prends beaucoup le train, j'ai rare quand même que les gens. On n'a pas les mêmes destinations alors. On n'a pas les mêmes destinations, mais peut-être, il faut que je trouve effectivement, peut-être qu'il y a, mais ouais, je le prends en tout cas, je prends le feedback. Et vous le dites vous-même que vous êtes en manque lorsque vous êtes dans des lieux où vous ne pouvez pas avoir une utilisation. Non, c'était il y a 10 ans quand c'était ma première expérience en voix. C'était ma première expérience en Birmanie, où justement j'ai fait l'expérience et c'est là où... Culpabiliser systématiquement, c'est gênant. Je ferai un effort la prochaine fois en tout cas. Je prends note et je ferai un effort. Comment? Si vous vous mettez en retrait de la remarque que je vous fais. Ah non, je la prends. C'est toujours bon les feedbacks. S'il y a au moins une personne qui le pense, c'est important. Je vais du coup clôturer cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute. Et donc pour ceux qui veulent acheter le livre, je viens faire une petite dédicace.